il est 20 h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Chère Tidiane, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. L'affaire Mamadou Diop renvoyée au 8 octobre prochain. Entre autres raisons avancées, le changement de la chambre devant statuer sur l'affaire. L'avocat de la famille se dit scandalisé. Le procès opposant Barthélémy Diaz aux régies publicitaires a été également renvoyé au 1er septembre prochain. À 48 heures de la décision de la Cour suprême sur l'affaire Karim Wade, Aïda Mbodj hausse le ton. La présidente du conseil départemental de Bambey compte lancer une pétition pour lutter contre les détentions arbitraires. Les compteurs d'électricité de la discorde à Grand Médine. La polémique refait surface. Les populations ne veulent pas payer les factures qu'elles jugent trop élevées. Le collector de Anfan, bientôt réhabilité, c'est le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui l'annonce. Le coût des travaux est estimé à plus de 6 milliards de francs CFA. Et puis, le président du CNG de lutte devant les journalistes de l'ANPS, Alioune Sarr, annonce une très probable catégorisation chez les lutteurs dès la saison prochaine. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. L'affaire Mamadou Diop renvoyée au 8 octobre prochain. L'avocat de la famille, Maître Abdoulaye Tine, exprime son étonnement. Un renvoi qui serait en partie dû au changement de la chambre devant statuer sur cette affaire. Plus de détails avec Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Tout est parti de la place de l'Obélisque. Nous sommes le 29 janvier 2012. L'étudiant Mamadou Diop est tué dans une manifestation contre un troisième mandat du président Abdoulaye Wade. 3 ans après, sa famille attend toujours la tenue d'un procès. Aujourd'hui, nous avons eu l'immense surprise de découvrir que l'affaire a été renvoyée. Envoyé une nouvelle fois, une énième fois, je serais tenté de dire, c'est-à-dire le 8 octobre prochain. Depuis la déclaration de Mbaye Ndiaye, j'ai senti que ces gens-là sont protégés par les autorités actuelles. Entre autres motifs de ce nouveau renvoi, un changement de la Chambre devant statuer sur l'affaire. On nous a dit que c'est le président de Chambre qui a changé et que la Chambre aujourd'hui n'avait pas d'audience. Donc ils l'ont attribué à une autre Chambre qui statuait le jour même, qui était initialement retenu. Et donc on nous a relayé juste avant l'audience, effectivement, que voilà, ça avait changé, que c'est renvoyé le 8 octobre. Pour un des avocats de la famille, en dehors du tribunal de Dakar, la Chambre de justice de la CEDEAO est saisie de l'affaire. Cette affaire va revenir au mois de septembre, c'est-à-dire le 24 septembre, devant la Cour de justice de la CEDEAO avec les autres cas. On a aussi attaqué l'État du Sénégal pour non-respect du droit à la sécurité, entre autres. Finalement, la famille de Mamadou Diop devra encore attendre le 8 octobre prochain pour espérer l'ouverture d'un procès et la comparution des présumés coupables. Le procès de Mamadou Diop est aujourd'hui à son 4e renvoi. Et nous restons dans le domaine de la justice avec le procès opposant Barthélémy Diaz aux régies publicitaires, également renvoyé au 1er septembre prochain. Les avocats du maire de Mermoz Sacré-Cœur demandent la communication du dossier par les avocats de la partie civile. À noter que Barthélémy Diaz n'était pas au tribunal ce matin. Le député libéral Farba Senghor, expulsé de son domicile situé à la cité Biagui, il doit désarriérer de loyer de 4 mois à sa propriétaire, Madame Awassal. Cette dernière, lui, a ainsi envoyé un huissier et un camion de gendarmes afin de l'expulser de sa propriété. Le responsable libéral parle d'acharnement politique. Saliou Niang, si vous ne le connaissez pas, c'est ce prisonnier qui a été gracié par Yaya Jammeh la semaine dernière. Après 10 ans de détention, TFM est allé à la rencontre de sa famille. Saliou Niang n'a pas tenu à parler devant nos caméras. Les membres de sa famille, eux, ont exprimé leur joie. Reportage à Saint-Louis, il est signé Mamadou Ndiaye et Yaya Diallo. C'est dans cet appartement que Saliou Niang est enfermé depuis son retour dans son village. Selon sa famille, il n'a pas le droit de sortir pour des raisons mystiques. Nous sommes à Mouit Gandiol, à 20 km de Saint-Louis. C'est ici le village natal de ressortissants sénégalais qui vient d'être gracié en Gambie après 10 ans de détention à Maintou. Une décision qui soulage ses proches. Je rends grâce à Dieu, je viens de retrouver mon fils.
Je remercie le président Macky Sall ainsi que Yaya Jammeh. Alhamdulillah, il est sain et sauf. Une fois de plus, je ne peux que rendre grâce au Tout-Puissant. C'est à la sortie d'une bagarre avec un autre compatriote, un affrontement au cours duquel Saliou Niang avait poignardé son ami. Par la suite, il a été arrêté, jugé, puis condamné à mort. Je suis allée 2 fois lui rendre visite à la prison d'Ambi. Ce fut très difficile et quand j'ai entendu sa libération, j'étais très heureuse. Je rends grâce à Dieu, mon fils est maintenant revenu, sain et sauf. Gracié par le président Yaya Jammeh, Saliou Niang, 26 ans, pêcheur, est heureux de retrouver sa fille, née juste après son départ en Gambie. C'était en 2005. Aujourd'hui, une nouvelle chance s'offre à lui. Aïda Mbodj s'engage à lutter contre la détention arbitraire, une décision qui fait suite au positionnement du groupe de travail des Nations Unies sur l'emprisonnement de Karim Wade. La présidente du conseil départemental de Bambey espère réunir 12 millions de signatures. Elle bénéficie du soutien des droits de l'homme et de ses frères libéraux. Fatima Ba, Thierno Laurent Mendy. C'est un jour de combat. Je ne peux pas m'asseoir en me battant. Les Wolofs nous disent c'est un véritable combat que Aïda Mbodj engage contre la détention arbitraire au Sénégal. Cette détermination fait suite à l'avis du groupe de travail des Nations Unies sur l'emprisonnement de Karim Wade. C'est le début d'un combat. C'est le début d'une lutte qui ne va s'arrêter que quand l'avis du groupe de travail sera appliqué. Le groupe de travail sur la détention arbitraire, GTDA, des Nations Unies vient d'en donner la preuve en déclarant récemment arbitraire la détention dont fait l'objet M. Karim Meïssa Wade. Dans sa conférence de presse, la présidente du conseil départemental de Bambey a convié ses frères libéraux et les droits de l'homiste. Elle a lu un mémorandum et lancé une pétition. Jamais notre pays n'avait été, depuis son indépendance, mis en cause par cet organisme quasi-juridictionnel de l'ONU. Les derniers recensements nous ont donné un nombre de 12 millions d'habitants. Je crois que je pourrais avoir les 12 millions. Parce que je considère que je suis éprise de justice en tant que Sénégalais et tous les Sénégalais aujourd'hui, eu égard à tout ce qui s'est dit aujourd'hui, tous les Sénégalais sont épris de justice. La RADDHO et le Front patriotique pour la défense de la République se disent réconfortés par les Nations Unies. Ils comptent accentuer le combat. Le cas Karim Wade et des co-détenus. Nous étions parmi les premiers à dénoncer les irrégularités de la CREI. Vous savez que le groupe de travail sur la détention arbitraire a été mis en place par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est des experts indépendants. Je crois que c'est le peuple sénégalais tout entier, par-delà les barrières partisanes, doctrinales, idéologiques, qui doit se lever pour dire non à l'arbitraire et exiger que la loi soit respectée. Se basant sur les avis de la Cour de justice de la CEDEAO et des Nations Unies, Aïda Mbodj appelle les autorités à se ressaisir pour le respect des droits de l'homme. Fatima Ba traque des étudiants fauteurs de troubles lors de la visite du chef de l'État à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Aïda Mbodj estime que le gouvernement veut s'attaquer tout simplement à l'opposition. La libérale voit en cette décision le désir des tenants du pouvoir de faire condamner les libéraux. Je propose de l'écouter toujours au micro de Thierno Laurent Mendy et Fatima Ba. Le gouvernement est en train de traquer des étudiants à l'université. On les accuse d'avoir jeté des pierres au président de la République. Tout ce que Macky Sall et ses partisans veulent, c'est de faire condamner des membres de l'opposition qui les dérangent actuellement. Et puis la polémique sur les nouveaux compteurs d'électricité qui refait surface à Grand Médine avec les populations donc, qui refusent de payer les factures jugées trop élevées. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions, Léa. Le collecteur Anne Fan Chertidiane bientôt réhabilité. L'annonce est du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, conscient du danger qu'il représente. Le coût s'élève à 6 milliards de francs CFA. Les travaux doivent durer 1 an. Les explications
explications de Mansour Faye qui présidait ce matin en atelier de restitution des études du collector dans ce sujet, signé Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. 7,7 km de long, 1,5 m de profondeur, le collecteur Hann Fann est aujourd'hui agressé par des maisons, des mosquées, des établissements scolaires, entre autres édifices. Plusieurs risques présentés. Le collecteur est vétuste, très affecté par son âge, par les différentes charges qui sont au-dessus, par la présence permanente de H2S qui attaque en permanence les réseaux. La solution, déplacer des habitants, réhabiliter ou curer régulièrement, des travaux sur le long terme. Le ministre de l'Hydraulique donne des garanties. Dans le BCI 2015, on a prévu de réaliser des travaux à hauteur de 1 milliard pour régler 500 mètres linéaires de réseau. En 2016, effectivement, il est prévu, compte tenu des résultats de ces études, qui chiffrent à peu près le coût à environ 6 milliards, de procéder à la réhabilitation totale de ces réseaux du collecteur Hann Fann, qui part de Castor, en passant par les HLM, par BOP, par l'université, pour aboutir au niveau de la station d'épuration de l'université. Les municipalités concernées saluent ces études. Elles comptent sensibiliser les populations. Cette information, nous allons la porter au niveau de notre conseil municipal pour amener tout le monde à prendre l'ampleur du problème et porter les projets ou les actions urgentes qui devraient être mises en place. Le collecteur Hann Fann est vieux de 70 ans. Il traîne 2200 hectares, empiète plusieurs zones, dont la faculté de droit, le couloir de la mort, le marché des HLM, entre autres. Nous parlons de toute autre chose avec le démarrage ce mardi des épreuves du second tour du BFM. Au CEM SCAT Urbam, 100 candidats ont planché Léa sur les épreuves de français, langue, mathématiques et physique. Le président du jury, Babacar Diouf, n'est pas satisfait de la manière dont s'est déroulée l'épreuve de mathématiques. Plus d'explications dans ce reportage. Il est signé Fatou Bintou Conté et Modou Diop. Deuxième tour du brevet de fin d'études moyennes au CM de SCAT Urbam, les épreuves se déroulent normalement. Ça se passe pour l'instant bien. On a commencé les épreuves du second tour par d'abord le texte de questions. Ensuite, il y a la mathématique aussi qui suivait. C'est assez abordable pour l'instant. Donc nous allons passer pour la seconde partie du deuxième tour. Moi, je fais PC. Donc je pense que ce sera abordable comme les autres matières. Seulement, ce président de jury fustige la manière dont l'épreuve de mathématiques a été proposée. Bon, là je m'arrête un peu parce que je tenais à le dire, parce qu'il y a le collègue de mathématiques, moi je suis professeur de mathématiques aussi, qui vient de me dire que l'épreuve de mathématiques a été copiée et collée, parce que c'est une épreuve qui est sortie, je crois, en 2013, comme il m'a dit. Et ça, vraiment, moi je le fustige. C'est pas normal. Hein? Il y a tellement de choses en mathématiques qu'on ne doit pas vraiment faire ce genre-là au Sénégal. Une épreuve de maths jugée difficile pour ces candidats, contrairement aux autres matières, selon eux. Les épreuves sont un peu abordables, sauf mathématiques. Oui, mais à part ça, le français était abordable. Notons que dans ce centre d'examen, ils sont 100 candidats à faire l'épreuve du second tour du BFM, sur un total de 347 candidats avec 111 admis d'office. Après le BFM, nous parlons du baccalauréat. Une fois l'examen en poche, il est temps pour les nouveaux bacheliers de s'inscrire dans l'école ou l'université de leur choix. Le bureau des examens et concours compte bien accompagner ces nouveaux bacheliers dans leur choix. La formation dans les écoles privées est très prisée, nous disent nos reporters Modou Diop et Alassane Ba. C'est l'heure des choix pour les nouveaux bacheliers. Lycée Seydou Nourou Tall, le bureau des examens et concours a déjà effectué la sensibilisation. Pour ce qui est de la nouvelle donne, il y a le centre d'orientation qui vient les sensibiliser d'abord. Et à partir de là, ils connaissent. On suppose qu'ils savent d'abord là où ils doivent aller. Maintenant, l'orientation proprement dite, ça fait en ligne. Difficile des fois pour eux de faire le bon choix. Hassan s'est déjà fait une idée. À l'université, je vais suivre l'histoire et la géographie. J'ai eu 16 ans d'histoire et géographie. Il y a mes frères qui sont là, il y a des élèves qui sont là, qui m'aident beaucoup, quoi.
Oui, il me conseille beaucoup. Quoi. Le dernier mot en général revient aux facultés, comme je dis. Mais c'est d'abord, il faut que l'élève maîtrise parfaitement le français. Ça, c'est la base. Pour le cas d'espèce. Pour celui qui veut faire ce jour. Les conditions difficiles dans les universités publiques poussent le jeune homme à penser d'abord à une formation dans les établissements privés. Les conditions qui se passent à l'université actuellement, moi je pense que je ne suis pas prêt à aller à l'université Cheikh Anta Diop ou dans les autres universités. Quoi. Je préfère préparer une formation pour suivre le management. C'est difficile à ce moment-là, c'est difficile. Les nouveaux bacheliers de l'année scolaire 2014-2015 devront remplir les formalités en ligne pour s'inscrire et pour certains, la vigilance est de mise par rapport au choix qu'il faut faire. Dans l'actualité internationale ce mardi, nous irons au Cameroun où un nouveau raid de Boko Haram dans le nord du pays fait 7 morts au moins. Au Pakistan où Shafkat Hussein, condamné à mort de 17 ans, a été pendu aujourd'hui, et au Gabon avec la fin de la garde à vue du directeur de cabinet du président Ali Bongo. L'actualité internationale nous est racontée par Ibrahima Khan. Au Cameroun, les autorités annoncent la mort de 7 personnes au moins dans un nouveau raid de Boko Haram dans le nord du pays. Des dizaines de personnes ont été enlevées par des militants supposés appartenir à la secte islamiste selon toujours les autorités camerounaises. Boko Haram a intensifié ses attaques dans les pays du lac Tchad, et ce, malgré la présence d'une force régionale composée du Nigeria, du Cameroun, du Tchad et du Niger pour le combattre. Pour rappel, depuis 2009, l'insurrection de Boko Haram a fait plus de 15 000 morts au Nigeria. Placé en garde à vue hier à Paris dans le cadre d'une enquête sur l'attribution d'un marché public au Gabon à une entreprise française, le directeur de cabinet du président Ali Bongo a été relâché dans la soirée du 3 août. Meksan Akrombessi avait été interpellé alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol à destination de Libreville à l'aéroport Roissy. Il va fouler incessamment le sol gabonais selon son avocat qui précise que l'homme continuera tout de même à exercer ses fonctions. Selon une source proche du dossier, la justice cherche à savoir s'il a reçu des pots de vin de la société Marc, une entreprise française spécialisée dans la fabrication d'uniformes militaires, en échange de l'attribution d'un marché public de plusieurs milliers d'euros au Gabon. Au Pakistan, malgré les appels de la communauté internationale à la clémence, Shafkat Hussein a été pendu ce mardi. Devenu symbole de la lutte contre la peine de mort, Shafkat Hussein, à 17 ans, avait été condamné à mort pour le meurtre d'un enfant. Toutefois, le jeune homme soutenait que ses aveux lui avaient été soutirés sous la torture suite au raid des talibans le 17 décembre 2014 contre une école de Peshawar ayant fait 154 morts. Le Pakistan a recommencé à exécuter les condamnés à mort, y compris ceux n'ayant aucun lien avec les terroristes. L'ONU, l'Union européenne, mais aussi les organisations de défense des droits de l'homme avaient aussitôt tiré la sonnette d'alarme, mais rien n'y fait. Le gouvernement pakistanais a déjà ordonné la pendaison d'environ 180 condamnés à mort parmi les 8000 qui croupissent toujours dans les geôles pakistanaises. La page des sports que nous démarrons avec la lutte sénégalaise vers une catégorisation donc des lutteurs. C'est le président du CNG qui l'a annoncé ce matin. Alioune Sarr, qui était l'invité de l'ANPS, s'est prononcé également sur d'autres questions comme le dopage, compte rendu signé Pape Faraning et Mohamed Dian. Le docteur Alioune Sarr a abordé avec les journalistes tous les sujets qui tiennent en haleine l'arène sénégalaise. Le président du CNG est satisfait des résultats obtenus suite à l'expérimentation des tests antidopage cette saison. Cette différence de poids qui pousse les petits gabarits à se renforcer, entre guillemets, en surcharge pondérale avec toutes les conséquences. L'esprit était plutôt éducatif et que les gens prennent conscience qu'il y a des choses dangereuses et nous devons tirer dans la même direction. Et en tout cas, nous constatons de visu que depuis que ces tests ont commencé, il y a du positif sur l'expression physique des lutteurs. La question de la catégorisation des lutteurs est largement revenue lors de cette rencontre. Sur ce point, des assurances ont été données. Si quelqu'un vous prend plus de 20 kilos et que par ailleurs il fait la même chose que vous avez très peu de chances de gagner. Je pense que le rôle d'un dirigeant, c'est de prévenir ce qui peut faire mal, comme Nicolas l'a fait,
Concernant les violences dans la lutte, notamment lors des face-à-face, le président du CNG déclare que ces manifestations seront réorganisées. Nous allons prendre des mesures. Maintenant, est-ce que ces face-à-face vont continuer? Est-ce que ces face-à-face vont continuer sous une autre forme? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Je suis un homme de consensus. La saison vient de se terminer. Dès la semaine prochaine, nous allons commencer les réunions sectorielles. Ces sujets de la violence vont être agités, des face-à-face, et avant l'ouverture de la saison, des mesures vont être prises. L'arbitrage vidéo, les difficultés notées dans l'organisation du drapeau de chef de l'État, l'éthique sportive ont été débattues et désormais les accréditations seront confectionnées par le CNG. Toutefois, le docteur Alioune Sarr tire un bilan satisfaisant de la saison de lutte. Et parlons de jeu de l'esprit à présent avec ce 44e championnat du monde de Scrabble francophone. Le Sénégal gagne 2 trophées, l'un en blitz, l'autre en duplicate. Ndongo Sylla décroche le titre de 2e joueur le plus rapide au monde. Des Scrabbleurs sénégalais qui déplorent cependant la non-assistance des autorités qui ne les ont pas accompagnés lors de ce championnat du monde. Pape Faraning et Mardien, reportage. Malgré les conditions difficiles de participation, le Sénégal a encore une fois fait parler de lui au 44e championnat du monde de Scrabble en Belgique, avec au compteur 2 trophées en blitz et en duplicate. Je suis arrivé à, en fait, deuxième, ça veut dire que j'étais le 2e joueur le plus rapide du monde, ça signifie être plus champion du monde blitz. Et le 2e titre, c'est avec mon ami et frère Ousmane Dieng, qui réside en France, avec qui nous avons obtenu le titre de vice-champion du monde en paire. Titre que nous avions obtenu également en 2012 pour la première fois. Avec un groupe de 4 joueurs, Ndongo Sylla décroche le titre du 2e joueur le plus rapide au monde. Mais ces joueurs déplorent l'attitude des autorités car ils ont pris part à cette compétition avec leurs propres moyens. On était 4 joueurs. J'étais le seul qui venait du Sénégal, disons. Et les autres, ils nous ont rejoints depuis Paris. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y avait pas de délégation officielle. Donc, tous les joueurs, ils sont allés par leur propre moyen. Il n'y a pas été de ministère du sport. Les joueurs, ils sont allés de leur propre moyen. Avec cette énième distinction au niveau mondial, Ndongo Sylla espère rencontrer le chef de l'État pour présenter ses trophées et les difficultés que rencontre la discipline. Tout d'abord, ce que nous souhaiterions, c'est voir le président de la République pour présenter nos trophées, pour lui dire que quand même, il y a des Sénégalais qui essaient de se débrouiller pour avoir des titres dans le domaine sportif. Et solliciter aussi que les autorités puissent soutenir nos disciplines, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont très talentueux et qui peuvent avoir beaucoup de titres. Au moment où les autres pays de l'Afrique favorisent la politique de cette discipline, le champion du Sénégal de Scrabble n'a pas pu se rendre au championnat du monde. Et nous reparlons de l'entrée de Diagne Ndiaye au CIO. Le journaliste sénégalais Salif Diallo salue cette entrée. Selon lui, c'est important pour le sport sénégalais d'être représenté dans les plus hautes instances de décision mondiale. Je propose de l'écouter, des propos recueillis par Pape Chirdiac et Tierno Laurent Mendy. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut que nos dirigeants intègrent les instances internationales. C'est là-bas où se discute le sport mondial. Le CIO regroupe l'ensemble des fédérations sportives du monde. Je pense que c'est très important. À un moment où le président Lamine Diack va quitter l'IAF, c'est très très bien qu'un Sénégalais intègre les Sénat. Justement, c'est là où se prennent les décisions, c'est là où se donnent les moyens pour ce qu'on appelle les programmes de développement, c'est-à-dire le financement des instances sportives locales, parce que nous, on n'a pas beaucoup de moyens. On a besoin des fédérations internationales pour nous faire financer. Donc, c'est bon que quelqu'un soit là au centre de décision. Moi, j'espère qu'il va intégrer encore le comité exécutif du CIO, parce qu'il est dans la commission du CIO. Maintenant, on espère pour lui qu'il va intégrer encore le Cénacle le plus important du CIO, qui est le comité exécutif. Le dossier du jour s'intéresse au marché de la friperie qui semble avoir encore de beaux jours devant lui, et ce, malgré son interdiction par l'État du Sénégal. Au marché Colobane, lieu de commerce par excellence, le business se porte bien, même si l'on note quand même quelques problèmes. Un dossier signé Tissa Prera et Adama Gueye.
Secteur informel par excellence, la friperie en plein essor. Pour un conteneur de 41 articles, cet importateur grossiste au marché Colobane paye une vingtaine de millions de francs CFA. Conteneur bi presque buñ calculer dañ jox ay 32 000 €. 32 000 €, à peine 20. Le conteneur de 41 articles coûte 22 millions de francs CFA. À la douane, on paie 6 millions de francs CFA. Les 41 articles du conteneur sont composés de différentes sortes d'articles. Il y a des maillots de bain, des pantalons, des t-shirts, des tapis, des tenues de travail, des sacs et même des ceintures. Am sac, am ceinture, am nga, am jus fowukaay wa. Non lay demee ko article ba mu nekk 41. Parmi ces articles, au détail, on retrouve des robes, des djellabas, entre autres, des articles de la friperie très prisés en cette période de Ramadan. Ces femmes en ont fait leur commerce. Ma ngay jóge Dubaï bu jógee Dubaï bu conteneur bi ñëwee bu taxawee duñ ñuy woo bu ñu ñëwee duñ jënd ay bal. Nos marchandises proviennent de Dubaï. Nous achetons les ballots. Les prix varient entre 75 000 et 150 000 francs. Cela dépend aussi du ballot et de son poids. Quand tu achètes au détail, souvent tu peux perdre. Mais la journée, il peut nous arriver d'avoir des marges de 10 000 jusqu'à 50 000 francs. Martar Ndiaye, lui, vend des jouets qui proviennent des ballots de friperie. Ce soixantenaire est un spécialiste des jouets, mais côté bénéfice, le commerçant reste évasif. Ce sont les Turcs qui importent les jouets. Il y a différentes sortes d'articles. Mais moi, je préfère vendre des jouets. Le sac, je l'achète à 24 000 francs CFA, mais je ne peux pas vous dire le bénéfice exact. Quelquefois, je gagne 20 000 francs, quelquefois 30 000 francs. Aujourd'hui, la concurrence et la taxe douanière sont les difficultés du secteur. Les marges sont de plus en plus faibles, mais l'activité nourrit toujours son homme. C'est la fin de ce journal, Léa. Merci. Merci à toi, cher On se donne rendez-vous à demain. La permanence est déjà en place avec Chérif. Chérif, c'est quoi la suite du programme? La suite, c'est du lourd comme tous les soirs sur la télévision Futur Média. Mais je vais vous le dire comme tout à l'heure, comme toujours, j'ai envie de dire, je réserve la primeur aux téléspectateurs, cher Tidiane Diao. Rendez-vous tout à l'heure donc pour la suite du programme. Dans un instant, l'invité du 20h.